Je vous invite à nous rejoindre, à éteindre vos portables, à les oublier pendant 1 heure ou 2. C'est pas grave, le monde ne va pas s'arrêter de tourner et vous retrouverez votre voiture, votre famille, votre travail, tout sera là dans 2 heures, ne vous inquiétez pas. Alors, je m'appelle Dunia Tahaji, j'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence co-organisée par la CGEM et par l'amicale des diplômés ESCP au Maroc. Alors pour moi c'est un double plaisir parce que je vous souhaite la bienvenue avec ces 2 casquettes en tant que CGEM, parce que je fais partie des gens qui à titre bénévole se battent pour essayer de faire avancer les choses dans cette association. Et l'autre casquette, c'est la casquette ESCP. Puisque nous avons recréé cette association il y a quelques mois. L'ESCP, vous le savez, c'est cette école française dont quelques centaines de Marocains sont sortis diplômés et qui aujourd'hui veut apporter sa contribution sur un certain nombre de sujets, sur des sujets qui intéressent l'avenir de notre pays. Et la CGEM et l'association se sont rejoints sur ce sujet de l'entrepreneuriat. Alors c'est un sujet sur lequel nous allons avoir des intervenants passionnants. La CGM, bien sûr, mais également nous avons un expert, M. Daniel Belhassan, qui nous arrive de Paris. Et nous avons 2 jeunes femmes passionnées par ce qu'elles font, vous allez les écouter tout à l'heure, qui vont donner aussi la vision côté Maroc, et comment on avance sur ces sujets. Alors, sans plus attendre, je vais demander à M. Belhassan de venir... Pardon. Oh, vous voyez, je commence déjà très mal. Vous allez m'excuser. C'est la fin de l'après-midi. À tout seigneur, tout honneur, la CGM, représentée par son vice-président général, M. Faisal Moukwal. Merci. Bien, merci Dunia. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à cette conférence organisée sous un thème très entreprenant. Donc ça fait plaisir de prendre part à cette manifestation. Comme dit Dunia, donc en fait la CGM est très engagée dans l'entrepreneuriat à travers toutes les actions qu'elle mène. Et puis tout à l'heure, Dunia se fera un plaisir, je dirais, d'interpeller donc la CGM, d'interpeller aussi, d'essayer de donner un peu notre engagement dans l'action d'entrepreneuriat à travers les différentes associations qui œuvrent, je dirais, dans les avancées au niveau de du développement de la proximité avec les jeunes entrepreneurs qui sont porteurs toujours de bonnes idées, qui font avancer aussi en matière d'innovation, etc. Alors, bien sûr, donc, nous sommes heureux d'organiser cette manifestation avec l'amicale de l'ESCP. Je crois que c'est la première fois qu'on organise, n'est-ce pas? C'est la première fois. J'espère que ce sera un début donc, de partenariat avec cette amicale pour organiser différentes conférences dans différentes thématiques. Alors, face aux enjeux de développement et de croissance qui sont propres à notre pays, les entreprises, comme vous le savez, cherchent continuellement de nouveaux leviers pour améliorer et maintenir leur compétitivité. Donc c'est la raison pour laquelle elles doivent innover. Donc l'innovation doit être présente dans toute action de l'entreprise. Alors l'innovation dans leurs produits et services, mais aussi dans leur façon de penser leur business model. Aujourd'hui, nous proposons d'explorer donc ensemble un modèle économique innovateur, l'intrapreneuriat. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler plutôt entrepreneuriat que intrapreneuriat. Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Yassine pour nous partager ses expériences dans cette thématique. Alors pratiqué depuis plusieurs années dans d'autres pays, l'entrepreneuriat offre des opportunités de croissance
aux entreprises en libérant la créativité et le potentiel d'innovation de collaborateurs prêts à contribuer au projet stratégique de l'entreprise. Tout ça, c'est de sonder vos cerveaux. Alors, par ailleurs, il est considéré également comme un outil de développement interne qui contribue à la consolidation d'un environnement de travail positif. Associé à l'essaimage, il permet d'entretenir des partenariats solides et concrets entre entreprises de taille et de culture différentes pour le bénéfice de chacun. À cet effet, en parlant d'essaimage, j'aimerais ouvrir une parenthèse et partager avec vous brièvement l'expérience de la CGM qui a mené une réflexion sur la construction de partenariats entre grandes entreprises et PME. Alors cette réflexion a été animée à l'origine par plusieurs facteurs, dont les évolutions constantes et rapides de l'environnement mondial et le niveau de compétition globale auquel doivent faire face les entreprises marocaines, constituant autant de défis pour l'économie nationale. La récession économique installée en Europe et qui impacte de manière significative l'économie marocaine. 3. L'ambition des instances de la CGM d'activation de nouveaux leviers pour le développement de l'économie marocaine. Alors, tous ces facteurs ont mené la CGM à mener une étude, donc nous avons mené une étude il y a quelques années, donc, sur le concept qui a abouti à identifier des modèles de partenariat type à promouvoir. On parle le portage à l'export, l'essaimage, le co-développement et bien d'autres. Par ailleurs, convaincu de l'importance de cette approche et son apport tant au niveau micro que macroéconomique, la CGM a créé une commission dédiée dont la mission est de développer et favoriser les partenariats entre les GE et les PME, entre les grandes entreprises et les PME, en offrant un cap adapté à leurs attentes. C'est à partir de ce moment-là que nous avons créé la commission qui a co-organisé cette manifestation. Alors, mesdames et messieurs, donc, de par le monde, l'entrepreneuriat comme l'open innovation sont considérés comme étant des leviers accélérateurs de croissance. Très peu pratiqués au Maroc, l'entrepreneuriat est une démarche d'entrepreneuriat interne qui vise à diffuser l'énergie entrepreneuriale au sein d'une organisation plus vaste, en créant des structures internes confiées à des managers dédiés. Le défi du management est de favoriser le travail en mode start-up et de stimuler l'apprentissage par exemple permanent où le salarié est un créateur de projets à l'intérieur de l'organisation. C'est la raison pour laquelle l'entrepreneuriat est une solution captivante pour libérer les idées innovantes en les transformant en véritables projets portés par des collaborateurs tout en apportant de réels bénéfices aux deux parties, la société incubatrice du projet et l'employé entrepreneur. J'aimerais conclure en vous disant que l'entrepreneuriat est un levier de transformation, un incubateur d'innovation, un accélérateur de changement. Il fait entrer les organisations en turbulence et challenge le management traditionnel en insufflant l'esprit entrepreneurial. C'est une chance pour nos entreprises, pour nous, les managers et pour nos salariés, à condition bien entendu de développer un modèle de complémentarité qui rassemble les énergies de tous. Notre conférence, donc maintenant je vais laisser la suite à Mme Dunia Taraji, qui va nous faire le plaisir de modérer cette conférence et d'interpeller les uns et les autres sur cette thématique riche. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Merci Monsieur Moukoua. Donc, moi j'ai retenu quelques mots, je pense qu'on va revenir dessus tout au long de la conférence. Innovation, perturbation, croissance. Déjà, il y a de quoi faire avec ça. Donc, on va... Merci.
Donc l'intrapreneuriat, c'est une autre façon d'entreprendre. Et pour nous en parler, nous avons un entrepreneur, parce que quand on lui demande qui il est, c'est d'abord comme ça qu'il se définit. Monsieur Belhassan est un entrepreneur qui a créé, mais qui a aussi accompagné beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit en direct ou que ce soit à travers dans l'entreprise. Alors il l'a fait pour des projets, mais il l'a fait aussi d'une façon à dupliquer, puisqu'il l'a fait en accompagnement et en formation, c'est-à-dire qu'il a accompagné des formations de gens qui allaient accompagner des projets. Donc ça permet effectivement de dupliquer votre expertise. Alors Monsieur Belhassan, qui est fondateur du cabinet Epigo, a beaucoup de choses à nous dire sur l'intrapreneuriat. Nous sommes à l'écoute, Monsieur Belhassan. Eh bien, bonsoir à tous. Je me présente, Daniel Belhassan, fondateur donc, du cabinet Epigo, un cabinet qui, comme vous l'avez dit, accompagne les entrepreneurs, qui accompagne les entrepreneurs aussi, qu'ils soient à l'extérieur ou qu'ils soient à l'intérieur des grandes entreprises. Et d'autre part, je suis très très heureux d'être aujourd'hui au Maroc, parce que d'abord c'est la première fois que je viens ici à Casablanca, alors que je travaille depuis maintenant 10 ans avec une association qui s'appelle Maroc Entrepreneur, et sur un programme qui s'appelle Tremplin Maroc et qui a pour vocation d'accompagner des projets de création d'entreprise au Maroc. Voilà. Je suis donc ravi d'être là ce soir et ravi de vous parler de ce sujet qui est l'intrapreneuriat, sur lequel je vais vous faire part de mon expérience, et puis surtout ça sera l'occasion d'échanger surtout sur ces sujets-là et d'avoir le témoignage et l'expérience des uns et des autres, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, je vais commencer cette conférence de manière un peu justement inhabituelle, un petit peu disruptive, puisque je commence par attaquer le sujet de l'intrapreneuriat. Et ce que je vous propose de faire, c'est pendant juste 2 minutes, les uns avec les autres, avec votre voisin, si vous avez un voisin ou une voisine, c'est de lui dire, vous, d'après vous, ce que vous entendez en arrivant ici par la notion d'intrapreneuriat. Vous avez écouté juste quelques éléments qui ont été donnés là. Je vous propose juste de faire ça. N'hésitez pas à faire du bruit si vous parlez les uns avec les autres, c'est fait pour ça. Je vous propose de faire ça. Je vous laisse juste 1 ou 2 minutes pour chacun dire moi je pense que c'est ci, moi je pense que c'est ça. Et puis nous revenons sur la conférence tout de suite. Allez-y. Merci beaucoup pour déjà ce premier échange. Moi je vais vous donner ce que j'entends. Ah, quand vous donnez la parole, plus clairement. Merci beaucoup. Effectivement, c'était très risqué, mais j'ai pris ce risque. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, là, je vais vous passer quand je pose cette question, je vais vous montrer ce que j'ai entendu, ce que les gens répondent, que ce soit les intrapreneurs eux-mêmes ou les chefs d'entreprise qui travaillent avec les intrapreneurs. Et donc, ça donne ça comme définition. Par exemple, c'est quelqu'un qui transforme une idée en activité rentable au sein d'une organisation. J'ai déjà entendu ça avec la dimension business de l'intrapreneuriat. J'ai aussi eu comme réponse quelquefois, l'intrapreneur c'est un salarié
qui développe donc un projet au caractère novateur au sein d'une entreprise avec ce qui est important, le soutien de sa direction. Donc effectivement, on voit là aussi qu'il y a, qui est associé à l'idée de l'entrepreneuriat, la notion d'innovation, la notion d'être innovateur. Également, l'intrapreneur, un collaborateur qui travaille sur un projet innovant de sa propre initiative au sein d'une organisation déjà existante, et là on ne parle plus du soutien ou pas de l'entreprise qui emploie ce salarié. Et puis enfin, un entrepreneur aussi, pour à minima, on peut, j'ai entendu déjà dire, l'intrapreneur c'est une sorte de chef de projet amélioré, et ça n'allait pas plus loin sur ces définitions. Mais bref, il y a beaucoup de définitions qui circulent sur ce sujet, et d'ailleurs, au-delà de ces définitions, on en parle de plus en plus. On expérimente de plus en plus l'entrepreneuriat. Alors, peut-être que ça vient, je vais dire que ça ne viendra pas, je n'en sais rien, parce que c'est pas parce qu'à un endroit on expérimente des choses que forcément ça soit intelligent ou utile d'expérimenter ailleurs, mais on a énormément d'articles, d'expériences, de grandes entreprises qui nous sollicitent ou qui sollicitent d'autres structures pour parler de ça ou pour tenter quelque chose là-dedans. Donc on peut même dire que quelquefois on peut arriver à presque un effet de mode, par les temps qui courent sur le sujet. Alors, ce que je vous propose, c'est de travailler, enfin de témoigner sur ces quelques questions. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de chef de projet. Quelle est la différence entre un intrapreneur et un chef de projet? Le chef de projet, il y en a déjà dans les grandes entreprises, dans les moyennes, dans les entreprises de toutes les tailles. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose qui existe déjà? Également revenir sur, comme on l'a vu, sur le rapport qu'il y a avec l'innovation. Également, on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure, du lien avec la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire le lien ou peut-être même quelquefois l'opposition entre l'intrapreneuriat et la stratégie globale de l'entreprise qui lance un programme d'intrapreneuriat en son sein. Et puis, comment et surtout pourquoi le promouvoir dans son entreprise. C'est un petit peu à ces questions-là qu'on va tenter de répondre, et puis surtout qu'on va illustrer aussi derrière avec vos témoignages pour ceux qui l'ont déjà fait. Je veux dire, ça sera intéressant, encore plus intéressant de savoir ceux qui au Maroc l'ont déjà fait et qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme difficulté ou pas. Encore mieux d'ailleurs que de dire comment ça s'est passé ailleurs. Mais simplement, là où je vais intervenir, c'est pour vous dire mon expérience, ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai observé de là où je me trouve. Voilà. Et donc, on va surtout se mettre un petit peu même en mode start-up dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on peut poser la question en disant l'intrapreneuriat, à quel problème on répond? Parce que si on part de il faut qu'il y ait de l'intrapreneuriat, pour telle raison, voilà, je veux dire qu'on peut ne pas avancer. Par contre, de se demander est-ce que l'intrapreneuriat répond à un problème et quel est ce problème? Là, on a plus de chances, si on est un promoteur de ce type de développement, on a plus de chances peut-être de rencontrer des gens qui vont dire ah oui, c'est peut-être intéressant. C'est d'ailleurs la démarche d'une start-up qui commence d'abord par dire à quel problème on répond avant d'essayer de bâtir des solutions. Parce que je veux dire, si on n'a pas bien cerné le problème, je ne vois pas quelle solution on pourrait apporter à ces problèmes-là. Donc je vous propose de regarder les choses à cet angle-là ce soir, de manière à peut-être prouver quelle est la proposition de valeur qu'il y a pour une entreprise derrière un intrapreneuriat. Alors, je reviens juste quelques instants sur Epigo pour vous dire pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait. Epigo, c'est une société que j'ai fondée il y a maintenant 30 ans. Et en 30 ans, on a accompagné beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup aussi de grandes entreprises qui voulaient faire rentrer l'entrepreneuriat dans leur entreprise. Alors j'ai travaillé au Conseil national de la création de l'entreprise, j'ai travaillé à la commission SMH dès les années 2000,
pour écrire le guide de l'essaimage, qui est à l'agence France Entrepreneur, avec des gens qui avaient pour idée que la transformation des organisations et l'entrepreneuriat pouvait passer par exemple par l'essaimage. Et donc j'ai accompagné des grands groupes dans la mise en place de l'essaimage, et puis on a aussi un petit peu constaté aussi un peu les limites de l'essaimage, puisque l'essaimage, au lieu, ça développait l'esprit d'entreprendre pour celui qui partait, et que ça percolait pas nécessairement ou automatiquement pour ceux qui restaient. Et donc j'ai vu au fil du temps les entreprises s'intéresser à l'entrepreneuriat, intrapreneuriat, et à l'intrapreneuriat parce que justement ça leur permettait de continuer à produire de la valeur chez eux, à l'intérieur de leur propre entreprise, et peut-être de changer, on en parlait tout à l'heure dans les couloirs, leur mode de gouvernance aussi. Donc il y a une évolution, j'en suis le témoin depuis une trentaine d'années, et je vais un petit peu vous parler de ce que je vois maintenant, au bout de ces 30 années, sur quoi on a atterri. Alors la première chose qu'on constate quand on travaille sur ces sujets, on constate qu'on vit désormais dans une époque de totale imprédictibilité. Quand je discute avec mes clients, la plupart d'entre eux, grands ou petits, ou même filiales de grands groupes, ne savent pas très bien, je veux dire, quel va être leur business model dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, parce qu'ils sont traversés, parce qu'on est traversé par tellement de choses qui peuvent changer le business model, la technologie, les nouveaux partenariats, des choses qui évoluent très très vite, qui font que souvent, quand on fait des prédictions, on se trompe, et qu'on n'arrive pas à dire ce qui va se passer derrière, et que soit on se dit c'est peut-être très embêtant, on ne peut plus vivre parce qu'on n'arrive pas à faire ça, soit on se dit c'est pas grave, on va faire avec ça, on va faire avec cette imprédictibilité. Et par ailleurs, on se rend compte depuis une bonne dizaine d'années maintenant que les organisations elles-mêmes sont bousculées par ce phénomène d'imprédictibilité. C'est-à-dire que les organisations sont bousculées parce qu'elles, grandes ou petites entreprises, on se rend compte que par exemple sur les 20 ou 25 dernières années, de grandes entreprises ont disparu complètement, complètement disparu, que la durée de vie des grandes entreprises, elle est passée d'une époque encore récente de 75 ans à maintenant une quinzaine d'années, et puis surtout en termes de bousculade dans l'organisation, de la vie même d'un rapport de McKinsey que j'ai lu, paraît-il, de la vie même des chefs d'entreprise, 28% de leurs décisions, ils estiment même que ce sont des mauvaises décisions. Donc je veux dire que c'est quand même important de se rendre compte que peut-être que si on ne change rien, on peut aller dans le mur quand on est même une grande entreprise, et même une grande entreprise qui gagne de l'argent. On verra tout à l'heure, il y a certaines entreprises qui aujourd'hui ont disparu parce qu'elles ont été bousculées, parce qu'elles n'ont pas pu faire face à l'imprédictibilité, et parce qu'au bout du compte, elles ont péri. Et pourtant, dans ce monde imprédictible où la gouvernance est bousculée, et il y a certaines organisations qui tirent bien leur épingle du jeu. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi elles tirent leurs épingles du jeu? Est-ce que c'est lié au secteur d'activité? Est-ce que c'est une question de méthode de travail? Est-ce que c'est une question d'organisation? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question de prise de décision? La question se pose, c'est-à-dire de savoir sur quelle base on peut, pourquoi certaines organisations elles tirent comme ça leur épingle du jeu. Et en même temps, aujourd'hui, on parle de la solution. La solution, c'est le mode start-up. Voilà. Je veux dire, on a fait le tour de la question, et on dit que les organisations qui tirent bien leur épingle du jeu, c'est les organisations qui ont mis un peu de mode start-up dans le moteur. Je veux dire, en tout cas, c'est l'idée qui se répand, c'est l'idée qui marche, c'est l'idée sur laquelle, quand on avance ça, on n'est pas contredit, on a beaucoup de gens
qui adhèrent à cette idée-là. Et avant de répondre, je veux dire à est-ce que le mode start-up c'est le mode qu'il nous faut, je veux dire est-ce que c'est ça qui va accompagner la prédictibilité et le fait que les grandes entreprises sont actuellement bousculées. Je vais commencer peut-être par essayer hein, je veux dire de faire une petite différence entre ce que pourrait être une grande entreprise et ce qui est une start-up. On va s'essayer à faire ça. Pour cela, je vais faire appel à quelqu'un qui fait autorité, je veux dire maintenant dans le monde des startups, qui est Steve Blank, qui est lui-même un entrepreneur et qui en plus a théorisé sur les pratiques qu'il avait mis en place comme entrepreneur, et il est co-concepteur de quelque chose que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui, qui s'appelle le Lean Startup. Donc je vais faire quelques emprunts à Steve Blank sur les points qui me paraissent intéressants parce que moi-même je les ai expérimentés et que du coup j'ai trouvé cela pertinent. Donc la première chose, c'est qu'on peut dire qu'une start-up, c'est une organisation temporaire. Le mot est important, c'est une organisation temporaire et elle est conçue pour chercher un business model répétable, et scalable. Je veux dire que la mission n'est pas du tout la même, et donc ça fait déjà une première très grosse différence entre ce qu'est une start-up et ce qu'est une grande entreprise. L'objectif numéro 1 pour une start-up, et effectivement dans mon parcours j'en ai accompagné des centaines, je veux dire, de start-up, notamment des start-up dans le domaine du numérique, et des start-up qui appartiennent, qui ont été aidées ou en tout cas accompagnées par de grandes entreprises. Eh bien, le premier objectif d'une start-up quand on travaille avec elle, c'est d'arriver au fameux fit produit-marché. C'est-à-dire d'arriver à passer du stade de l'idée à ce qu'on appelle l'acquisition d'early adopters, c'est-à-dire des premiers, je veux dire, clients qui sont prêts à payer pour la solution que ces startups présentent, parce qu'effectivement ces startups ont bien cerné le problème qu'elles avaient. Et donc il y a un premier niveau, le premier objectif qui est ça, chercher cette adéquation pour une startup qui se lance. En revanche, pour une grande entreprise, l'objectif numéro 1, c'est plutôt de créer de la valeur pour son actionnaire. Ce n'est pas du tout la même chose, et je veux dire, l'objectif n'est pas le même. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être, on va le voir, quelques conflits de culture entre les uns et les autres. Deuxième objectif, quand on est une start-up, on peut ce qu'on appelle pivoter. Ça c'est un mot des start-up, c'est un mot de l'écosystème des start-up. On peut pivoter à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que ça veut dire pivoter? Ça veut dire que dans son business model, on peut très bien, en cours de route, changer de segment de clientèle, changer de techno, changer de partenaire, restructurer totalement les coûts, inventer de nouveaux revenus, modifier la relation client. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est ça des pivots. Et c'est des pivots qui sont itérés par des allers-retours, entre ce que je propose, ma compréhension du problème chez mon client, la solution que j'apporte, et c'est quelque chose qui est tout à fait banal pour une start-up. De dire du jour au lendemain, il était en train d'adresser les grands comptes en B2B, et puis du jour au lendemain, il est en train d'adresser des consommateurs en B2C. Parce que au cours de la construction de son modèle et de sa recherche, il a atterri sur autre chose. En revanche, dans une grande entreprise, on ne fait pas comme ça. Dans une grande entreprise, c'est pas du tout comme ça. Dans une grande entreprise, on prend quand même le business model de l'entreprise pour acquis. Je veux dire, c'est fait. Quand on rentre dans l'entreprise, elle a un business model. Toutes les grandes entreprises ont un plan stratégique, ont un business model. Et donc là, c'est tout à fait différent parce que dans la grande entreprise, ça, c'est acquis, c'est acté, c'est comme ça. Un autre élément, c'est que quand on est une start-up, en termes de comportement, on va opérer très très rapidement, avec vraiment le sens de l'urgence. On va aller très vite. Alors que dans les
les grandes entreprises, elles, comme elles se structurent toujours, elles mettent en place des process, elles mettent en place des procédures, et ça va beaucoup moins vite dans l'exécution ou la mise en place de quoi que ce soit. Et enfin, quand on est en mode start-up, on va tout le temps prendre des décisions alors que l'information est incomplète. On n'a pas toutes les informations et pourtant on va prendre des décisions. Alors que quand on est dans le cadre d'une grande entreprise, eh bien les précisions, on les prend qu'après avoir fait intervenir des experts qui vont éclairer la décision du dirigeant. Ça va prendre du temps, on va avoir des expertises quelquefois. C'est très différent que de prendre une décision tout de suite. Je veux dire parce que il faut le faire, parce qu'il faut y aller maintenant, et que même si on n'a pas toutes les informations, on va le faire quand même. Et puis, quand on est une start-up, eh bien, on sait très bien travailler et identifier les nouveaux besoins. Quand on est une start-up, c'est vraiment ça, l'ADN d'une start-up, c'est les gens qui sont capables de bien cerner, de bien comprendre quelles sont les envies, quels sont les besoins des gens ou des entreprises, et qu'elles passent beaucoup de temps à travailler ce point-là, alors que, en fait, une grande entreprise, elle, son travail, c'est de fournir à ses clients des solutions solides, des choses qui fonctionnent bien. Alors, déjà, quand on regarde, je veux dire, ces points-là, une fois qu'on les met les uns en face des autres, on peut comprendre qu'il puisse y avoir des problèmes de culture. On peut comprendre que peut-être que ça ne va pas se faire tout seul. Je veux dire que la compréhension ne va pas venir comme ça naturellement en mettant juste les gens dans un même bocal ou dans un même lieu. Alors, structurellement, les entreprises ont, peut-être à cause des objectifs dont on a parlé tout à l'heure, eh bien peut-être qu'effectivement les grandes entreprises ont beaucoup de mal à produire effectivement des innovations disruptives. Ça, on le constate, et on le constate aujourd'hui quand on regarde les innovations disruptives des uns et des autres, c'est souvent grâce à l'achat d'une start-up ou d'une autre entreprise. C'est rare, ça vient rarement de l'intérieur. Les vraies révolutions, enfin, je veux dire, les vrais changements de business model en tout cas, soit changement de relation avec le client, soit changement de revenus, ça vient souvent, on a du mal dans les grandes entreprises à produire cela. La raison numéro 1, c'est que l'objectif quand même dans une grande entreprise, c'est de maximiser la valeur pour l'actionnaire en plus, et ça pousse les dirigeants à se focaliser sur certains indicateurs financiers qui rendent effectivement l'innovation peut-être plus difficile. Quand on doit respecter un certain nombre d'indicateurs, avoir des résultats, c'est pas forcément très propice pour aller chercher ce qui va être le business model de demain, voire le business model d'après-demain. C'est pas tout à fait la même mission dans un cas comme dans l'autre. La deuxième raison, c'est que quand on regarde le profil des dirigeants des grandes entreprises, eh bien, dans ce que j'en ai vu moi, hein, je veux dire, après ça peut être différent dans vos expériences aux uns des autres, mais dans ce que j'en ai vu moi, c'est que les dirigeants des grandes entreprises sont souvent des gens qui excellent plutôt en finance, en supply chain, donc en optimisant l'existant. Je veux dire, c'est plutôt des profils de ce genre-là, et c'est peut-être quand on a ce profil-là, peut-être qu'on a moins, peut-être qu'on est moins ouvert, je veux dire, à ce que pourrait être l'entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, quand on est quelqu'un qui est costaud et qui est d'ailleurs pour diriger une structure de cette taille-là, on a intérêt à avoir aussi des gens qui ont ce genre de qualité et qui excellent dans ces domaines-là. Mais peut-être que, justement, leur défaut, peut-être ça pourrait être un certain éloignement de ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis, la raison numéro 3, c'est que, en revanche, justement dans le domaine des startups, les startups, elles attirent ces talents-là. Elles attirent les gens qui arrivent à innover
plus rapidement, qui ont des modes de fonctionnement plus agiles. Et donc ces gens-là sont plus attirés, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, il y a encore 15 ans, quand on sortait de votre école de commerce, eh bien, on pensait plutôt à aller travailler dans un grand groupe. Voilà, on n'était pas tellement, on était très content d'ailleurs dans ce temps-là d'y aller. Et bien maintenant, ce que moi je constate, à travers les start-upers qui se lancent là-dessus, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes talents qui sont attirés par le mode start-up parce que précisément, il y a toute cette ouverture dont je parlais tout à l'heure, ces possibilités qui peuvent exister. Et effectivement, si ces talents vont plutôt vers les start-up, c'est dommage pour les grandes entreprises, puisque finalement, ça fait que renforcer ce fossé et cet écart qui pourrait se creuser entre les grandes entreprises et les start-up. Alors, il y a des exemples, je veux dire, dont je parlais tout à l'heure, d'entreprises qui, restant sur le même mode, ont connu de graves difficultés. Si on prend Intel, eh bien, au moment où ils étaient au sommet de leur voie, c'est-à-dire à un moment où plus vraiment personne n'aurait dit qu'il y avait un problème, ou qu'il pourrait y avoir un problème, eh bien, c'est à ce moment-là que, boum, je veux dire, leur business model commence à prendre de l'aile, à battre de l'aile par rapport à la réalité, à ce qui se passe, et effectivement, au bout du compte, ils en arrivent à licencier 11% de leur staff, ce qui est énorme, je veux dire, pour une boîte de cette taille-là, juste à un moment où personne n'aurait dit qu'elle pouvait chuter. Si je prends également Microsoft, c'était effectivement un leader incontesté en 2005, et ils n'ont pas compris l'importance du lancement de l'iPhone. Et résultat, sur le marché des smartphones, je veux dire, leur part de marché ne représente plus que 1%. Alors, pourquoi qu'ils pleurent? J'ai un smartphone, j'ai un Windows Phone dans ma poche, c'est pour les aider, les pauvres. Quand on est à 1%, ça nous touche toujours, on a toujours envie qu'ils remontent un petit peu. Et puis il y en a où ça a été beaucoup plus grave. Quand on prend le cas de Kodak, qui est très célèbre, le cas de Kodak, où ils avaient, je veux dire, la technologie numérique, je veux dire, pour faire des photos comme on les fait maintenant aujourd'hui, et qui n'ont pas voulu, je veux dire, développer le business model qui, selon eux, risquait de les tuer. Et ils sont morts quand même, je veux dire, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont développé et qui les ont tués. Et je veux dire que Kodak, grosse boîte, je veux dire, dans la photo, qui disparaît complètement, et qui, certainement, alors là, pour le coup, en tant que grande entreprise qui exécute, je veux dire, sa stratégie, son plan, sans ajouter quoi que ce soit, et qui est là pour optimiser ce qui existe déjà, sans penser à ce qui pourrait être très très important dans la complétion de leur business model, où ils sont passés à la trappe. Et donc effectivement, on peut prendre cette citation qui est que plus on est au sommet de la gloire, moins on examine ses propres hypothèses. C'est-à-dire plus on est grand, plus on est riche, plus on est au sommet, moins on va se poser ces questions-là, moins on va se regarder, moins on va revisiter les hypothèses sur lesquelles on a bâti notre business model. On prend ça pour acquis, on prend ça comme allant de soi, et on continue. Je veux dire ça, effectivement, on met le point sur quand même un grand risque, je veux dire, pour une grande entreprise. Donc, ce que je suis en train de développer là, c'est simplement de dire que vis-à-vis de la masse, parce que pour attaquer le marché de masse, effectivement, ces start-upers, elles ont besoin d'infrastructures. Le client dans le marché de masse, il a besoin d'être assuré, il a besoin de solutions qui marchent, il a besoin que le produit soit terminé. Lui, il ne veut pas, je veux dire, faire ci et faire ça pour que ça marche. Il veut quelque chose qui marche, quelque chose qui a été rodé, quelque chose qui fonctionne. Donc effectivement, on voit que les uns et les autres ont affaire ensemble. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on les retrouve. Mais c'est pas si simple d'avoir envie d'avoir affaire ensemble et d'être de cultures très 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 différentes. Mais en tout cas, c'est certain que les grandes entreprises
ne génère pas naturellement la recherche de nouveaux business models, et que c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut aller chercher quelque chose parmi les startups pour pouvoir avancer, et pour pouvoir trouver une solution, et pour pouvoir finalement empêcher certains grands groupes ou certaines grandes entreprises de disparaître, parce que la question elle est aussi importante que ça. Si de très très grands groupes maintenant que nous visitons à Paris nous reçoivent, c'est parce qu'ils commencent à c'est pas que une mode, hein, c'est pas qu'ils ont envie aussi de faire leur hackathon ou leur startup days, non, c'est pas juste pour communiquer. Ils commencent à prendre conscience que ça, peut-être que ça sent un peu le brûlé aussi, je veux dire, si on ne s'y prend pas comme ça. Et donc, les différentes possibilités que moi j'ai rencontrées parmi les entreprises, les grands groupes avec lesquels je travaille, j'ai trouvé certains grands groupes qui achètent des startups, voilà, elles font leur marché, voilà, genre Google, ils ont acheté 160 boîtes, voilà. Ou des groupes à Paris comme celui de Niel, qui achètent des startups. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a une deuxième possibilité, c'est un certain nombre de grandes entreprises ont monté en leur sein un incubateur d'ailleurs souvent ouvert à l'extérieur, c'est-à-dire un incubateur, un lieu dans lequel on fait de l'open innovation, il y a d'autres startups qui arrivent avec des projets, on sélectionne, on fait travailler ensemble, et donc, voilà, et on irrigue la grande entreprise de ce qui sort, je veux dire, de ces expériences-là. Et puis, il y a une troisième voie que j'ai rencontrée, qui est celle dont on parle ce soir, qui est de développer l'intrapreneuriat. Alors, pour moi, il n'y a pas, je veux dire, je ne vais pas dire que l'intrapreneuriat c'est la seule solution, je ne vais pas dire que c'est ça qu'il faut faire pour toutes les grandes entreprises. Chaque entreprise va trouver un panaché, un mix de ces choses-là en fonction de son histoire, de sa culture, de là où elle en est. Et donc chacun va faire son marché, je veux dire, devant ces différentes possibilités. Alors, l'intrapreneuriat, maintenant qu'on a défini un petit peu ce que c'est, on va aller un petit peu plus loin. On va peut-être se poser la question de comment s'y prendre, je veux dire, pour que ce contact avec les intrapreneurs et la grande entreprise puisse matcher. Donc, il est un fait que, premier constat, moi ce que j'en ai vu, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont pour le moment échoué, je veux dire, dans le rapprochement petite entreprise, moyenne entreprise, start-up, grande entreprise. Je peux même dire que même certaines initiatives assez prometteuses à un moment donné, comme par exemple, je reviens dessus, l'essaimage, bien, il n'y a que dans quelques cas seulement, l'essaimage stratégique qui a pu être mené de manière efficace avec certains grands groupes. Et puis, fort est de reconnaître qu'effectivement, il y a un problème culturel, c'est-à-dire que les start-up et les grands groupes ne se comprennent pas. Je prenais tout à l'heure l'exemple des start-upers qui, par exemple, montrent le prototype de la ruche connectée pour les problèmes de miel. Quelqu'un, start-upper, monte un objet connecté qui va se mettre dans une ruche et il va à ce moment-là développer son prototype, toucher des apiculteurs, avoir des premiers deals avec eux. Et puis ensuite, si rien n'est fait et qu'il vient voir un grand groupe pour s'adosser à lui, il y a de grandes chances qu'il ne se passe rien. D'abord, il ne saura même pas trouver à qui parler dans ces grands groupes-là. Et ensuite, il ne va pas forcément être accueilli de la bonne façon, parce qu'on va lui poser tas de questions pour lui dire mais est-ce que c'est sûr que ça marche bien? Est-ce que vous avez bien expérimenté? Alors qu'on pourrait prendre la chose autrement et lui dire je sais que vous n'avez fait que expérimenter, venez avec nous et maintenant on va structurer ça, on va maintenant voir si à grande échelle ça vaut le coup, ça tient le coup, et là on va mettre en place des procédures qui vont nous permettre d'atteindre le marché. Donc de part et d'autre, il faut qu'il y ait l'envie, je veux dire, de laisser un petit peu son idée, de modifier son idée de départ des deux côtés, d'avancer sur les idées, de construire ensemble quelque chose qui va peut-être être efficace. Et donc, là, j'en reviens juste à comment s'y prendre. Donc, voilà, comment s'y prendre. Et donc, comment s'y prendre, c'est tout ce qu'on a essayé de faire avec les grandes entreprises avec lesquelles on a travaillé, c'est tenter de les rendre ambidextres. C'est pas facile.
c'est plutôt là qu'on a plutôt peut-être réussi un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on a pris comme parti de dire, ok, vous exécutez le business model actuel de votre entreprise, on n'y touche pas, je veux dire, vous n'ayez des craintes, on reste dans le rationnel et on reste dans ce qui marche, mais en même temps, on va essayer de trouver comment on fait pour trouver des nouveaux business models aussi, je veux dire, dans votre entreprise. Et donc, la première des choses, c'était, pour les expériences qu'on a eues, c'était justement de mettre en avant ces intrapreneurs. Parce que souvent, ces intrapreneurs, ces gens-là, c'est souvent des profils un petit peu particuliers, des profils qui ne rentrent pas forcément dans des cases. On a tous connu dans notre entourage, dans des grands groupes ou dans des entreprises de ce genre, des gens qui sont pleins d'énergie, qui ont de l'énergie à revendre, qui ont plein d'idées. Voilà, ils ne sont pas dans les clous, ils ne sont pas dans les cases habituelles. Alors plutôt que de les rabrouer, je veux dire en leur disant reste tranquille et viens pas nous embêter avec autant d'idées, autant de choses à changer, calme-toi et va faire ton travail, eh bien on peut plutôt essayer de les identifier, au contraire, aller les rechercher. Parce que c'est plutôt des profils comme ça, des profils un peu atypiques, qui vont faire pour l'entreprise d'excellents intrapreneurs, alors qu'ils étaient peut-être pas de très très bons exécutants, en tout cas de la stratégie globale d'entreprise. Deuxième élément, c'est effectivement donner à ces intrapreneurs un mandat clair. Je veux dire qu'il s'agit de clarifier ce qu'ils sont, ce qu'on leur donne comme possibilité de faire. Et avec quelque chose dont on parlait tout à l'heure, quelque chose qui est fondamental pour un entrepreneur, c'est de lui dire, ok, on va aller vite, on va suivre le rythme de la start-up, mais simplement, on va vous donner le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on va vous donner le droit de remettre en question ce que vous étiez en train de faire, et on va peut-être pour ces salariés-là changer d'initiative, changer d'objectif. C'est-à-dire de ne pas leur donner des objectifs qui les empêchent d'être eux-mêmes, mais plutôt des incentives qui leur permettent d'être eux-mêmes, au contraire, de développer, de cultiver cela chez eux. Donc ça c'est important parce que on le verra, je vais vous donner l'expérience, juste un exemple là, pour illustrer cela, c'est pas forcément évident de leur donner ce mandat clair de la part de ceux qui les dirigent. Le troisième point, c'est effectivement, à l'intérieur de ces grandes organisations, il faut pouvoir les protéger, les intrapreneurs, c'est-à-dire leur permettre effectivement de fonctionner différemment, leur permettre de les laisser prendre contact avec des interlocuteurs, avec lesquels ils ne devraient pas parler normalement, vu la place qu'ils ont dans la hiérarchie. Et puis enfin, évidemment, et c'est ça le plus important à mon avis, c'est que ces intrapreneurs, il faut les équiper, il faut les accompagner. Il faut les équiper en méthodes éprouvées, en méthodes reconnues, en méthodes qui ont fait avancer dans d'autres contextes. Et puis surtout, il faut leur fournir un accompagnement sur le plan humain. Sur le plan, quand je parlais tout à l'heure avec vous de l'accompagnement humain, c'est qu'ils ont besoin eux-mêmes d'avancer, de progresser dans la manière dont eux-mêmes deviennent des intrapreneurs. Parce que c'est pas facile non plus de passer du statut de salarié exécutant le business plan le business model d'entreprise qui vous emploie et changer, je veux dire, et être quelqu'un d'autre et représenter quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Et si je dois faire un schéma que j'ai emprunté à Alex Osterwalder, qui est un auteur aussi que je salue parce qu'il a écrit pas mal de choses sur comment on arrive à créer des business models pour en faire demain des business models scalables. Eh bien, il faut accepter que avant d'exécuter un plan, avant d'exécuter une idée, eh bien, on passe par tout ce brouillon de business model dont je parlais tout à l'heure, tous ces pivots où on a tenté ci, et puis on est revenu en arrière, et puis on a tenté ça, et puis on est reparti dans un sens, et puis on est reparti dans un autre. Et puis à un moment donné, effectivement, on sent qu'on a, ça y est, on a le business model qui est répétable, qui est scalable. Alors à ce moment-là,
la grande entreprise prend tout son sens pour apporter les moyens, les vrais moyens d'exécuter un business model, parce que moi ce que je vois, c'est que dans les startups qui sont accompagnées, il y en a peut-être 3 sur 10 ou 2 sur 10 qui arrivent à passer ce gouffre qui existe entre le moment où on a conçu son business model, son prototype, etc., et le moment où on s'attaque au marché de masse. Et là, effectivement, les grandes entreprises sont d'un très grand secours pour ces startups, pour leur montrer comment faire. Et donc chacun à sa place, je veux dire, va pouvoir faire de sorte qu'à la fois on ait un business model de la grande entreprise qui se déroule, qui se déploie, et en même temps des personnes à qui on a laissé faire ça, même si c'était brouillon, même si on ne comprend pas où on va au début, mais à l'arrivée, effectivement, ceux qui ont fait tout ça, vont certainement trouver le business model en disruption, celui qu'on cherchait depuis longtemps, et celui qui va peut-être même, il faut accepter que peut-être c'est ce business model-là, trouvé dans ces conditions-là, qui va même, dans un certain nombre de cas, remplacer le business model traditionnel de la grande entreprise pour lesquelles ces gens-là travaillaient. Je vous donne un exemple, je vous en apporte les deux. On a travaillé sur l'Intrapreneur Studio du groupe Orange. Et donc, dans l'Intrapreneur Studio du groupe Orange, c'est vrai que quand ils ont décidé de lancer l'Intrapreneur Studio, eh bien, je veux dire qu'au niveau de cette approche-là, c'était une vraie décision. Je veux dire, il y a eu une mise en place cette opération de manière à pouvoir tester, avoir le droit de tester des nouvelles manières de faire, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes. Au lieu de passer par les, comment dirais-je, les formes habituelles de construction des produits et des services, on est passé par des modèles qui s'apparentent justement à ceux qu'on utilise avec les startups. Et ils ont quand même fait la démarche d'aller chercher ces gens-là, de faire un appel à projet avec comment dirais-je, une ambition claire. C'était de leur dire, venez nous parler, vous qui avez des idées et vous qui pensez qu'on n'est pas en train d'aller vers ces idées-là, vous qui avez découvert les choses. Il y a beaucoup de gens qui venaient de la R&D d'ailleurs, qui venaient avec les uns en disant voilà, au cours des recherches et ce sur quoi on a travaillé, c'est de la messagerie intelligente dans laquelle on a mis de l'intelligence artificielle, mais le programme s'est terminé et on est passé à autre chose et on n'a rien fait de plus avec ça. Maintenant qu'aujourd'hui on entend parler de cette question-là, ben on vient. Je veux dire, il y en a d'autres qui au travers de justement leur expérience, ce qu'ils étaient en train de faire, ont découvert qu'avec certaines techniques, je veux dire, d'émission, de transmission d'ondes, on pouvait atteindre des objets à plusieurs milliers de kilomètres sur des années avec des batteries très faibles. Je veux dire une batterie avec un changement de batterie qui peut être pris tous les 3 ans. Et donc à partir de là, ben, ces gens-là ont dit, ben, si on développait ça plus en profondeur, ça ne reste pas juste une idée comme ça dans un laboratoire, et bien là, avec cette approche-là et ces outils-là, bien au bout du parcours, il y a eu donc un incubateur avec une sélection de projets, une phase d'incubation, et finalement à la sortie, les résultats, c'est effectivement 3 projets sur lesquels ben, peut-être Orange va faire du business dans les mois ou dans les années. Je dis dans les mois parce que ça va très vite, dans les mois ou dans les années qui viennent. Et je pense que ça, tout ce mouvement-là, ça a contribué à vraiment développer l'esprit d'entreprise au sein d'Orange, parce que cette fois-ci, il ne s'agissait pas de travailler avec que certains travaillent juste avec des startups externes ou que des gens montent leur projet et s'en aillent. Non, c'était à l'intérieur même de l'entreprise qu'on disait, eh bien oui, on aime les intrapreneurs et on a besoin d'eux et on monte un programme spécifique pour eux qui a mobilisé des tas de gens et qui a mobilisé des gens très haut placés dans la hiérarchie, jusque la direction générale d'Orange qui a demandé à ce que ça soit fait. Voilà. Donc effectivement ça peut arriver, mais ça ne se décrète pas. Enfin, je veux dire, ça ne se fait pas comme ça parce qu'on en a envie.
il y a forcément des moyens à mettre en œuvre, un accompagnement à mettre en place pour que ça puisse réussir. Ça, c'était un premier exemple. Je vais vous donner un autre exemple qui elle, est tournée toujours autour de la notion d'ambidextre. C'est que là, si je représente une hiérarchie habituelle que l'on peut retrouver dans une grande entreprise et les startups qui sont identifiées juste à côté, eh bien, effectivement, pour que ça marche, il faut qu'au plus haut, au top, je veux dire, de l'entreprise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la vision, une vision, et qui puisse formuler cette mission pour l'intrapreneuriat. Je veux dire que ça ne peut l'impulsion, et on l'a vu là où ça a réussi, l'impulsion, elle vient souvent du sommet. Quoique, le niveau qui est juste en dessous, je les ai déjà vus influer, je veux dire, ou arriver à changer, ou à, pas changer, mais peut-être à alimenter la vision du dirigeant à travers donc ces nouvelles façons de concevoir ou d'entreprendre des projets. Et ça, c'est le premier niveau. Ça ne suffit pas. Il faut que aussi, et là on s'en est rendu compte, il faut aussi mettre en place auprès des senior managers effectivement cette culture ambidextre. C'est-à-dire qu'eux aussi, il faut les faire rentrer dans la boucle pour qu'eux aussi s'approprient, je veux dire, et qu'eux aussi, c'est sûr qu'ils s'approprieront d'ailleurs, et ils se sont appropriés ces notions-là quand ils ont compris eux-mêmes qu'est-ce que ça a apporté comme valeur. C'est tout ce que j'ai développé la partie précédente. Donc là, c'est très important qu'il y ait aussi des senior managers à qui on a présenté le lead canvas, à qui on a présenté le business model, à qui on a présenté l'agilité, à qui on a présenté tout ce qu'on va faire avec les intrapreneurs pour qu'on ait un langage commun dans l'entreprise, pour qu'on soit d'accord sur un certain nombre à la fois de notions et d'actes là-dessus. Et puis, troisième niveau, il faut nécessairement sensibiliser et intéresser à l'innovation tout le monde, toutes les équipes d'exécution. Combien de fois j'ai eu des managers au téléphone qui disent « Ah oui, vous êtes gentils, mais vous êtes quand même très très embêtants, vous qui vous prenez des gens pendant des journées, des semaines, des mois, et nous alors, je veux dire, qui sommes là en train d'exécuter et qui avons nos objectifs, comment on fait ?» Je veux dire, ça nous gêne, ça nous embarrasse. Il y a même des gens qui font des pressions pour dire non, surtout, ne leur permettez pas de faire ça. Ils sont trop bons là où ils se trouvent actuellement dans l'entreprise. Eh bien, il faut sensibiliser ces managers aussi, eux aussi. Et peut-être qu'en les sensibilisant, ces managers, on fera d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que d'une part, on va arriver à ce qu'ils admettent que c'est important pour l'entreprise, et peut-être faut leur donner aussi des récompenses, on parle d'incentives aussi là-dessus, mais également ça va leur servir aussi à eux-mêmes. J'ai vu aussi des services changer, je veux dire, j'ai fait une start-up avec des comités de direction qui étaient dans la DRH, et je vais vous parler aussi d'un exemple aussi dans la RH. Et bien, rien qu'en faisant cela, eux aussi, ça leur a donné des idées pour eux-mêmes, dans leur propre travail, comment en apprendre, je veux dire, de ces façons de faire pour arriver à peut-être changer les choses. Donc, vous voyez que c'est l'intrapreneuriat, une fois qu'on a fait la proposition de valeur et qu'elle a été comprise par le top manager de l'entreprise, il faut aussi bien s'y prendre, ça prend du temps, il faut irriguer à tous les niveaux pour que ça puisse prendre. Ça, encore une fois, je veux dire, c'est ce que j'ai vu moi. Il est évident que je parle que de l'expérience que j'ai eue et qu'on va écouter avec attention les autres personnes qui ont aussi leur expérience là-dessus. Et puis donc, si je fais un petit résumé finalement, en mode exécution, je vais faire le distinguo entre les deux cultures, hein, entre le mode start-up et le mode exécution. Donc, pour la grande entreprise, effectivement, il est essentiel de minimiser l'incertitude, notamment via un travail d'analyse, donc qui permet d'établir des projections. Ça, je ne le remets pas du tout en question. Mais d'un autre côté, il faut accepter de fonctionner dans l'incertain. Il faut accepter de dire mon marché, je le connaissais, mais là, il m'échappe, je ne comprends plus certaines choses.
il se passe des choses que je ne comprends pas. Toujours dans le mode d'exécution, l'important, c'est de minimiser le nombre d'erreurs. Et quelqu'un qui fera bien son travail en mode exécution, eh bien c'est celui qui aura fait le moins d'erreurs possible. Et par contre, en mode start-up, eh ben, c'est le droit à l'erreur. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut tester des hypothèses? Comment est-ce qu'on peut pivoter si on pense que du premier coup, toutes les idées qu'on a, elles vont trouver un écho et ça va marcher. Comme je le dis souvent, surtout, quand on est start-upper, il ne faut pas tomber amoureux de sa première idée. Je veux dire, il faut accepter que cette idée-là, elle va être transformée, elle va aboutir sur quelque chose qui est différent. Et comment on y arrive? Eh bien en testant. Et qui dit test, dit ça marche pas, ça marche. L'autre chose également, c'est qu'en mode exécution, la valeur d'un produit, elle dépend essentiellement de sa qualité de conception. Il faut que ce soit un produit de qualité, bien conçu, qui marche bien sur une infrastructure impeccable. Et en mode recherche, c'est pas ça. Je veux dire, le goal, c'est pas ça l'objectif. En mode recherche, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est une amélioration itérative du produit ou du service, jusqu'à ce que, en fonction des retours clients, de ce qu'on a fait avec eux, on atterrisse sur quelque chose dont on n'avait souvent aucune idée avant de démarrer le processus lui-même. Une dernière chose également, c'est que quand on est en mode exécution, donc en mode exécution de business model de grande entreprise, eh bien face à un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est essentiel de trouver vite, mais des solutions, de trouver vite des solutions. Eh bien en mode recherche, eh bien on n'est pas forcément là-dessus. En mode recherche, on est plutôt sur la question de valider le problème avant même de réfléchir à des solutions. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a un certain nombre de produits que les gens ne veulent pas, qui ne provoquent pas l'adhésion, c'est que bien souvent, un certain nombre de produits, c'est de très belles solutions, mais on se demande à quel problème ils répondent. Et que s'il n'y a pas de problème, on a beau arriver avec des solutions très bien comment dirais-je, montées ou conçues, ça ne servira à rien. Donc le mode recherche, c'est effectivement, est-ce qu'on est vraiment, on parle souvent dans le langage des startups de douleur, est-ce que ça fait mal là? Je veux dire, est-ce que là, les entreprises ont bien ce problème-là? Est-ce qu'il est aigu? Est-ce qu'ils cherchent à le régler? Est-ce qu'ils ont essayé de le régler? Est-ce qu'il est capital pour eux de le régler? Si on travaille sur ces choses-là, il est certain que la solution qu'on va apporter, elle va être, il y aura beaucoup d'appétit pour cette solution-là. Et donc c'est un autre mode de pensée, je veux dire, vous voyez donc. Et le problème, c'est qu'effectivement, la question, par exemple, quand on est, je vais vous donner un exemple qui illustre ce mode d'exécution et mode recherche, c'est un autre exemple que je vais prendre sur une autre boîte qui nous a demandé de travailler avec elle sur sa transformation interne, c'est Nexity. Et Nexity, leur ambition, c'est de devenir très rapidement plutôt la première plateforme de services immobiliers. Ce n'est pas uniquement de construire des immeubles, c'est de devenir ça. Et donc, effectivement, on est en plein double mind, en plein double contradiction. D'un côté, ils doivent continuer à être au top et performants sur le business model qu'ils sont aujourd'hui, et en même temps, on leur demande de créer la première plateforme de services immobiliers. Mais là, chez Nexity, bien effectivement, c'est le top management qui a lancé le défi. C'est clair. Là, il s'agit, on parlait tout à l'heure de le point de départ. Le point de départ, il est là. Et puis, donc, l'approche, c'est effectivement, si le lean startup dans cette démarche-là, eh bien, elle est pas tant finalement pour trouver de nouveaux business models pour eux, mais eux, c'est plutôt pour transformer la mentalité, c'est pour transformer ce qui se passe entre les salariés du groupe. Et c'est sur ça qu'ils travaillent. Et effectivement, les premiers résultats de mon expérience, voilà ce que moi j'avais à vous dire sur la question. Et si je peux conclure et de dire à la fin, finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Eh bien, on peut dire que les bénéfices pour le rapprochement entre les startups et les grands groupes, les bénéfices mutuels et ce qu'on peut trouver en commun, c'est que pour une grande entreprise, c'est le moyen le plus sûr
de retenir les talents, parce que les gens ont besoin de les jeunes, en plus les jeunes gens qui arrivent sur le marché, plein de talents, ils ont besoin, ils sont plus à l'aise avec l'esprit dont je parlais au niveau des startups, plutôt que d'être là uniquement pour exécuter des plans. Et ça se sait très vite. Je veux dire qu'on sait maintenant, on dit, ah, dans telle boîte, ils ont mis en place l'entrepreneuriat, ça devient attirant, ça devient un sujet d'attraction. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ça induit de nouvelles manières de coopérer. Pour les boîtes, par exemple, qui avaient du mal à comment promouvoir des projets transverses, pour d'autres sujets d'ailleurs que le business model et l'innovation, ça leur a apporté de nouvelles manières de travailler ensemble, de coopérer, de griller peut-être la hiérarchie où à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, on doit reporter au plus haut, et de pouvoir mélanger quelqu'un qui est à ce niveau-là dans la hiérarchie avec un autre qui est comme ci ou un autre qui est comme ça, c'est-à-dire de faire se rencontrer les gens. Donc ça aussi, ça peut être ça comme bénéfice. Autre bénéfice, effectivement, c'est que ça va faire évoluer incontestablement la culture de l'entreprise. Ça, on le voit vraiment nettement. Les gens changent à l'intérieur, et même ceux qui n'ont pas monté de projet d'entrepreneur, ils en ont entendu parler, ils ont baigné dedans, ils savent qu'à tout moment, si jamais ça germait dans leur tête, ils ne se feront pas envoyer balader, mais au contraire, on les fléchera sur la prochaine sélection de l'entrepreneur studio ou de tel incubateur interne, et ils savent que ça peut exister, donc ça c'est une vraie évolution. Donc, et mis en avant l'esprit d'initiative, vraiment, dans les faits. Et puis, de l'autre côté, pour un grand groupe, c'est une manière très très efficace de trouver de nouveaux lignes de business. C'est aussi quelque chose qui va permettre effectivement, peut-être dans un certain nombre de cas, l'essaimage ou l'exclusion, mais de manière qui va être différente de celle que j'ai connue il y a 15 ans, où on allait voir les grands groupes et on leur disait « Allez, vous allez faire, s'il vous plaît, vous allez faire de l'essaimage », qu'un certain nombre d'entre elles l'ont fait avec l'esprit aussi de communiquer, de dire qu'elles faisaient des choses pour les entreprises. Mais au fond, quand on discutait avec eux, ils ne savaient pas. Je veux dire, il n'y avait pas de proposition de valeur pour eux. Ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt. Tandis que là, on voit l'intérêt d'un essaimage parce que dans un certain nombre de cas que j'ai rencontrés d'intrapreneuriat, notamment dans l'exemple que j'ai pris sur Orange, eh bien, il y a des personnes à qui on a proposé de faire une spin-off. C'est-à-dire, ok, on leur a dit, et on leur a dit pourquoi. On leur a dit pourquoi parce que c'est pas facile non plus d'arriver et d'expérimenter quelque chose quand on est Orange. Quand on est Orange et qu'on va vers les clients, on n'arrive pas avec un produit qui est encore bricolé et qui fait des allers-retours avec les uns, avec les autres. On arrive avec quelque chose qui doit être fini. C'est la marque qui est là, qui est derrière. Si par contre c'est une spin-off à l'extérieur d'Orange, et je sais que ça peut être pour des raisons diverses et variées, on a fait certaines fois des spin-offs parce que blockchain et Bitcoin, ça faisait trop peur à l'intérieur de cette grande entreprise. Ils ont préféré, allez, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire dehors, comme ça il va faire ce qu'il veut, je veux dire avec notre appui bien sûr, et on verra après jusqu'où il sera allé. Donc ça veut dire aussi que c'est pas fermé, il n'y a pas l'intrapreneuriat et l'essaimage, c'est obligatoirement séparé. Et bien la souplesse, c'est de pouvoir générer, je veux dire, cet esprit-là et de pouvoir jongler avec les salariés qui se proposent, soit vers l'essaimage, soit finalement à la fin aussi, il peut y avoir par des phénomènes d'intrapreneuriat une véritable transformation même profonde du business model de l'entreprise, puisque quelquefois, et c'est arrivé, on met un intrapreneur qui est censé chercher le business model qui pourrait nous tuer. Je veux dire, c'est intéressant de faire ça par quelqu'un de l'intérieur, et puis une fois qu'on l'a trouvé, au lieu de mourir, je veux dire, ou d'attendre que quelqu'un l'exécute, eh bien on peut, et je l'ai déjà vu, on peut changer de business model et adopter un business model complètement différent. Ça peut aussi faire ça, ça peut aussi y avoir ça comme bénéfice pour les grandes entreprises. Voilà, j'en finis là. Je voulais vraiment remercier à la fois l'amicale des diplômés de l'ESCP et à la fois votre confédération, parce que c'était pour moi vraiment un moment important, je veux dire, de pouvoir, et la suite, de pouvoir vous parler de ça. Et puis surtout, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que
je prends un très grand plaisir à être là, à Casablanca, et maintenant de vous écouter et de parler avec vous. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lavasseur, pour votre présentation. Merci pour cet éclairage. L'intrapreneuriat, finalement, c'est une façon d'introduire l'agilité, la flexibilité, la créativité de la start-up au sein de ce que les start-up rêvent de devenir, c'est-à-dire une grosse entreprise. Donc c'est un phénomène où le gros absorbe le petit pour prendre le meilleur du petit et essayer de faire en sorte que ces valeurs-là diffusent. Alors, moi j'ai quand même retenu qu'au début, il y a un processus d'innovation, au début il y a des idées, il y a toute cette créativité de la start-up ou de l'entrepreneur. Et c'est d'abord ça que l'on veut récupérer. Et c'est ce process sur lequel en fait bute l'entreprise marocaine. Là on revient chez nous. Et quand on commence à discuter de développement, de croissance, ici en tout cas à la CGM, on s'aperçoit que régulièrement les entreprises nous disent: écoutez, l'innovation, on ne sait pas comment la stimuler, on ne sait pas comment la favoriser. Finalement, nos employés, ils sont à l'aise avec des process bien cadrés, avec un business model bien assis, parce que c'est confortable pour tout le monde. Donc comment faire pour rajouter cette dose de risque, de folie, de créativité, ces idées? Comment faire pour que ça irrigue l'entreprise et que ça lui permette, bon ça la perturbe un petit peu, mais que ça lui permette peut-être d'évoluer, d'avoir l'agilité qui lui permette de continuer à grandir, à continuer à exister déjà et puis à grandir. Alors je vais me tourner vers l'une de nos intervenantes, Madame Zinnouna de l'IDEC, pour lui demander en tant que représentante d'une grande entreprise que nous connaissons tous en tant que Casablancais, de nous raconter comment ils essayent de stimuler justement ce process en interne de créativité et d'innovation. Merci.